Bonjour à tous. Donc je me présente, je m'appelle Fanny Faure, je suis une des sages-femmes en salle d'accouchement à la clinique Sainte-Thérèse. Je vous présente ma consoeur Jessica Souche. On va vous présenter un petit topo sur l'accouchement et le projet physiologique, parce qu'il a le vent en poupe en ce moment, et particulièrement dans notre maternité. Alors, donc, on peut définir l'accouchement physiologique par un accouchement normal qui débute de façon spontanée, c'est-à-dire qu'il ne débute pas par un déclenchement. Et il s'accompagne de faibles risques qui sont identifiés dès le début du travail. Donc, cette situation en fait, de non-pathologie, elle va perdurer tout au long du travail. Et elle va mener en fait à la naissance d'un enfant qui va naître spontanément, donc sans aide extérieure ni par ventouse ni par forceps, par exemple, et en position du sommet, sachant que voilà, l'accouchement du siège en fait n'est pas considéré comme un accouchement physiologique. Cet accouchement physiologique, il est confirmé par l'état de l'enfant et de la maman à la naissance et qui ont des paramètres vitaux strictement normaux, avec une maman qui va bien dans les suites de couches immédiates et un enfant bien portant. Donc cet accouchement physiologique, il permet la mise en place d'un climat serein et qui favorise le bien-être maternel et également la mise en place de l'attachement parent-enfant. Alors donc, l'accouchement physiologique, en fait, il fait partie d'une demande croissante en fait, depuis ces dernières années. Les patientes en fait sont demandeuses d'un accouchement qui est plus respectueux en fait de la physiologie de la naissance et voilà, qui va respecter la liberté posturale, la déambulation, c'est-à-dire le fait de pouvoir voilà, se mettre dans la position qu'on désire pour le travail et pour l'accouchement, sur le fait de pouvoir marcher, de pouvoir se déplacer. Ça englobe par exemple le bain, donc nous en salle d'accouchement on a une baignoire de dilatation, une prise en charge non médicamenteuse de la douleur, c'est-à-dire pas de pause systématique d'une analgésie péridurale par exemple, le surveillance du rythme cardiaque de l'enfant discontinu. Alors nous, on a la chance d'avoir un appareil en Wi-Fi en fait, avec lequel on peut déambuler en salle de travail, mais on n'est pas obligé en fait, de l'écouter en continu jusqu'à une certaine dilatation qu'on verra tout à l'heure. Ensuite, une fois l'accouchement fait, en fait, on profite plus longtemps de son bébé en peau à peau, puisque son état, a priori, le permet. Cet accouchement physiologique, il repose bien entendu sur les compétences et la motivation de la maman, par la présence et le soutien de tous les accompagnants. Et du coup, ça se prépare en fait, bien à l'avance et ça demande le suivi d'une préparation en fait. Donc parmi les préparations, en fait, on parle beaucoup du projet de naissance. C'est un document qui le plus souvent est écrit et qui regroupe en fait les désirs et les souhaits des parents en fait dans tout ce qui concerne l'accouchement, le travail et les suites de couches immédiates. Donc nous on est là pour recevoir ce projet de naissance en fait et pour en discuter avec les patientes, particulièrement en fin de grossesse, toujours dans le respect en fait de la sécurité, de l'hygiène et des protocoles médicaux établis. En fait, nous, dans le milieu médical, on est un peu contraints par des choses qui régissent un peu nos pratiques, parce qu'il faut toujours que ça soit dans le respect de la sécurité, parce que le but, en fait, certes, c'est de répondre à vos attentes, mais c'est aussi que vous partiez avec un bébé qui soit en bonne santé et que vous soyez en bon état pour en profiter. Donc du coup, en plus de ce projet de naissance, il faut souvent se préparer. En fait, il y a plusieurs préparations qui sont proposées. Il peut y avoir la sophrologie, le yoga, les préparations en piscine, les préparations globales, l'homéopathie. Donc ça, c'est proposé par des sages-femmes libérales. La suite de la préparation à la naissance, allez-y. Elle passe par la découverte des lieux et la rencontre avec l'équipe. Le fait de connaître en fait les lieux, les salles d'accouchement, ça permet d'être plus en confiance, de savoir en fait, voilà, à quoi vous attendre le jour J. Le fait de rencontrer l'équipe, vous êtes plus détendu, vous nous connaissez, c'est quand même plus facile. Et pour finir, on établit en fait un consentement éclairé que les parents signent en fait, et c'est un engagement à respecter les règles de sécurité et d'hygiène en fait dont on a parlé juste avant. Voilà, je passe le micro à Jessica. Alors nous sur la clinique, on a 2 vraies salles de naissance qu'on a d'ailleurs remis
un petit peu rafraîchies ces derniers temps, une il y a 3 ans et une plus dernièrement, et une salle de césarienne. Une salle de surveillance post-interventionnelle qui va surtout accueillir les patientes avant et après leur césarienne sur les programmées ou juste en post-césarienne sur celles qu'on fait dans le cadre du travail, mais qui est également adaptée pour faire des accouchements si jamais vraiment il y a des jours où on a un succès fou et on a besoin des 3 salles. Et enfin, une salle pour accueillir le bébé, donc de néonatologie, qu'on utilise la plupart du temps juste pour un accueil simple, mais qui peut aussi, qui est équipée en cas où votre petit bout de chou ait un petit peu plus de mal à débarquer. Donc la salle qu'on a créée il y a 3 ans, c'était justement par rapport à cette demande qu'on avait de plus en plus croissante d'accouchement physiologique, de se rapprocher de quelque chose de plus naturel, qu'on a appelé la salle Doris, qui était une sage-femme qui a travaillé avec nous dans le cadre d'un plateau technique des années, et qu'on a malheureusement qui est décédée cette année-là. Donc en son hommage, on a tenu à lui donner son nom. Parce que c'est elle qui nous a le plus appris, qui nous a guidés, parce que dans notre formation classique de sage-femme, c'est vrai qu'elle est surtout axée médicale, même si on parle de physiologie, mais la physiologie, on l'apprend plus sur le terrain, et notamment avec des consoeurs qui sont un petit peu plus, qui ont déjà testé des choses avant nous et qui apprennent. Donc on l'a équipée d'une baignoire. Cette baignoire, on l'utilise parce que c'est vrai qu'elle permet de mieux gérer la contraction avec l'eau autour. Donc on a ce phénomène de détente, et quand on est plus détendu, on gagne aussi en dilatation sur le col. Donc elle est très intéressante. Par contre, pour pouvoir en bénéficier, il ne faut pas avoir rompu la poche des os. Sinon, on entre dans un autre protocole avec cette rupture où on a plus de risques infectieux. Donc dans ces cas-là, on ne peut pas utiliser la baignoire. On a mis plusieurs lianes. Donc une que vous voyez qui est juste au-dessus de la baignoire, une qui est complètement libre, on peut mettre le ballon ou un tabouret dessous. Et enfin, une dernière qu'on a mis au-dessus de notre banquette, voilà, qui permettent de pouvoir adapter la position, de trouver celle qui va être, j'ai envie de dire la meilleure, mais c'est souvent la moins pire, pour arriver à gérer les douleurs à un certain moment. Donc ça permet d'étirer, ça permet de soulager, et vraiment, on a un plus à les avoir, et d'en avoir mis un peu partout, c'est vraiment pratique. La banquette, qui est bien souvent choisie quand on n'a pas de péridurale, parce qu'elle est plus large, donc quand on a besoin de bouger, le lit semble vite étroit. Et en plus, on peut également y accueillir le conjoint, donc le conjoint peut aider, soutenir sa femme tout au long du travail. Les ballons, donc on en a qu'on a dans la salle, mais qu'on peut aussi proposer en chambre, parce qu'on en a plusieurs sur la clinique, qui soulagent bien tout ce qui est lombaire pendant le travail, et aussi tout ce qui est sacral. Un tabouret d'accouchement, alors ça j'avoue que moi personnellement j'utilise peu, voilà, mais sur lequel il est possible d'accoucher. Et par contre le petit tabouret est très pratique quand on est sur la banquette, parce que vu qu'elle est basse, il faut pouvoir avoir quelque chose de bas. Ce qui est pratique, comme le disait Fanny tout à l'heure, c'est le fait qu'on ait un monitoring sans fil, qui est étanche, enfin qui peut aller dans la baignoire sans problème, donc qui nous permet d'avoir une surveillance. Dans un premier temps, on peut le mettre de manière intermittente, c'est-à-dire qu'on fait une demi-heure, qui est le minimum pour pouvoir interpréter, et on peut l'enlever ensuite. À partir d'une certaine dilatation, on le laisse en continu jusqu'à la naissance, mais le fait de ne pas avoir de fil, ça n'empêche pas de bouger, et c'est peu gênant finalement. Et on a tout de même une table d'accouchement classique, d'une part parce que c'est une salle qu'on utilise en priorité pour celles qui ne veulent pas de péridurale, mais quand la première est occupée, on peut aussi basculer même avec un souhait de péridurale. Et parce qu'on a le droit de changer d'avis tout au cours du travail, et ce n'est pas forcément un échec de finalement basculer sur une péridurale, mais d'avoir pu d'abord dans un premier temps accéder au reste. Donc du coup, on peut basculer à tout moment sur un accouchement plus classique avec une position gynécologique sur table, ou une position qu'on peut adapter sur table également. Après, on s'adapte vraiment à ce que la patiente veut à ce moment-là. Notre deuxième salle, donc, qui est toute récente, puisque la banquette est arrivée cette semaine et nos meubles n'arrivent même que la semaine prochaine de l'autre côté. Donc on a appelé la salle Méditerranée. En habitant en 7, il nous en fallait une un peu marine tout de même. Donc avec une banquette, cette fois-ci, on a même permis d'adapter directement des étriers dessus, donc d'être vraiment confortable au moment de l'accouchement, et un plafonnier qu'on a mis dans des tontes plus marines avec des poissons. Voilà, et puis les tables de toute façon sont malléables, donc au niveau position même sur table, on peut adapter beaucoup de choses. Ne rien faire pour laisser faire reste le sommet de l'art obstétrical. Il n'est pas donné à tous d'acquérir ce savoir non faire. C'est vrai que des fois, il faut juste en fait être patiente.
Patiente vous, certes, mais aussi patiente nous. Et des fois, il faut savoir accepter qu'il faut laisser la nature faire. Donc, privilégier déambulation, changement de position avec posture plus adaptée. Alors, des fois, c'est vous écoutez vous, parce qu'une position qui est adaptée à une patiente sur un accouchement ne sera pas la même pour une autre patiente et un autre accouchement. Finalement, notre corps nous envoie des signaux même au moment de l'accouchement pour savoir quoi faire. Utiliser la baignoire, l'homéopathie, les massages, la musique, le tout dans une ambiance chaleureuse et intimiste, favorisée par la lumière tamisée. Ça, c'est vrai que ça nous a bien aidé. Nous, au niveau formation, on continue. Là, pour l'instant, on a de l'homéopathie sur certaines sages-femmes, les massages qu'on fait. Il y a des sages-femmes qui sont en train de se renseigner pour faire de l'acupuncture et qui ont monté les dossiers pour faire la formation. On a même une de mes collègues qui va faire de la danse prénatale aussi. Donc, voilà, on est ouverte à tout et on cherche comment vous accompagner au mieux tout au long du travail. Donc de toute façon, c'est un échange entre vous et nous. À partir du moment où vous rentrez dans la clinique jusqu'au moment où on vous ramène dans votre chambre, tout au long de ce travail, on discute ensemble et on adapte. Nous, on vous fait des propositions, vous pouvez nous en faire nous aussi. Et le but, voilà, c'est d'être en confiance tout en respectant toujours cette sécurité. Mais ça, c'est notre travail à nous. La sécurité, vous vous occupez juste de nous amener ces petits bouts. Donc on va rapidement présenter les différents stades du travail en fait. Le premier stade, c'est ce qu'on appelle la phase de latence. C'est surtout pour vous qu'elle est la plus longue, j'ai envie de dire. C'est le moment où les contractions peuvent commencer, où la poche des os peut s'être rompue, mais le travail n'est pas franchement commencé. Donc c'est toujours décevant pour vous quand vous arrivez, qu'on vous dit qu'en fait, on n'a pas tout à fait commencé à atteindre le début des choses, alors que vous avez l'impression qu'on est sur la dernière partie. C'est celle qui est entre 0 et 5 cm. C'est souvent la plus longue, en fait, le temps que les choses se mettent en place, surtout sur un premier bébé. Ensuite, on a une phase qui est plus active entre donc 5 cm qui est entre guillemets la moitié du travail et les 10 cm qui vont signer votre dilatation complète. Et après, c'est pas fini encore, finalement, parce que de 10 cm au moment où on va s'installer, on peut avoir jusqu'à 2 heures de dilatation complète pour laisser cette phase de descente. Enfin, on arrive à la phase qu'on attend tous et qui est très rapide dans les films américains, c'est la phase d'expulsion. Dans les faits, vous verrez, on est un petit peu plus long qu'eux. Et enfin, la naissance, la récompense, après tout ça, c'est ce qu'on attendait. Et la délivrance qu'on sent quasiment pas passer, qui concerne le placenta. Donc la phase de latence. La phase de latence, c'est encore mieux quand vous la faites chez vous. Non, je plaisante. La phase de latence, donc en fait, c'est le tout début du travail. En fait, c'est celle, où les contractions commencent à se régulariser, à être de plus en plus douloureuses. Et malheureusement, des fois, c'est pas suivi en fait d'effet immédiat sur le col. Et donc, du coup, souvent, les dames, elles arrivent douloureuses, avec un col qui est pas encore assez dilaté, pour pouvoir rentrer dans la phase active avec un passage en salle de travail, par exemple. Donc, elle peut durer de 8 à 10 heures sur une primipare, c'est-à-dire pour un premier enfant. Elle est souvent plus courte pour une multipare, donc une dame qui a déjà accouché. Donc là, on a plusieurs choses à proposer, donc de prendre un bain ou une douche chaude, d'être massé. Donc là, la place du papa est prépondérante. Adopter des postures antalgiques, c'est-à-dire trouver une position dans laquelle la contraction sera la plus facile à supporter. Utiliser des accessoires comme les ballons, les coussins, écouter de la musique, utiliser l'homéopathie. Et là, c'est le moment de commencer à mettre en pratique tout ce que vous avez appris pendant la grossesse, au moment de la préparation, comme le yoga, la sophro, le chant, la danse prénatale, par exemple. Donc nous, dans ces cas-là, si on a vraiment un bébé qui va bien, avec une poche des os qui n'est pas rompue, on propose souvent une déambulation. Donc on vous propose souvent de monter à Saint-Clair. Certaines l'ont fait. Et ça a été suivi d'effets souvent. Voilà. Mais voilà, c'est vrai que le fait de déambuler, ça marche bien. Le fait d'être vertical, ça fait descendre le bébé, ça intensifie les contractions, c'est parfait. Donc voilà les différentes postures qu'on peut utiliser. D'où l'intérêt des lianes pour se suspendre. Le fait de s'étirer, en fait, ça permet de bien positionner le bébé pour une bonne descente. Voilà, on peut faire des mouvements en fait au niveau du bassin en fait en forme de 8 ou des mouvements circulaires en fait qui permettent de faire travailler le bébé, de faire travailler le bassin et d'aider le bébé en fait à descendre. Voilà, cette position là par exemple, elle est propice au massage pour les dames qui ont mal au dos, pour des bébés qui sont plutôt situés sur la droite avec des douleurs en fait au niveau du dos. Et celle-ci en fait permet de bien ouvrir le bassin pour aider la descente. Donc là, si la poche des os n'est pas rompue, c'est le moment parfait pour prendre un bain. Donc là, ça vous sera proposé. Donc l'eau chaude permet la relaxation. Plus vous êtes détendu, plus votre col l'est aussi. Et du coup, sous l'effet des contractions, il aura tendance à plus se dilater.
Et là, du coup, vous êtes prête à rentrer dans la phase active du travail. Donc la phase active, c'est quand on a enfin atteint le Saint Graal, à savoir les 3 cm, et jusqu'à ce qu'on appelle la dilatation complète. Donc là, vous pouvez rentrer dans la... C'est vrai qu'en amont de cette phase, de ces 3 cm-là, vous êtes plus souvent en chambre ou encore à la maison, on l'avait dit. Et à ce moment-là, c'est là où on commence à venir dans la salle Doris, en l'occurrence, ou dans la salle Méditerranée, si jamais ça a été votre choix ou que la première était occupée. À partir de là, la sage-femme est constamment à portée de voix, de toute façon. Le bloc n'est pas si grand que ça, on vous entend tout le temps. Avec vous en salle ou juste à côté. L'aide-soignante aussi, qui se présentera à ce moment-là, vous l'aurez. Et l'auxiliaire de puériculture qui passe régulièrement. L'espace est calme et chaleureux. On essaye de respecter tout ce qui est pudeur et intimité. On a possibilité de mettre de la musique aussi que vous pouvez avoir et qui peuvent un peu personnaliser votre salle. On autorise la boisson, alors c'est boisson claire, donc sans résidus, de l'eau la plupart du temps, ou alors tisane ou jus de pomme à la rigueur. Une déambulation qui est libre et l'utilisation de tout ce que vous avez à apporter dans la salle. La surveillance donc des constantes, donc de temps en temps une tension, on regarde les contractions, le liquide, tout ce qui est de votre ressenti, tout ça en plus nous on le trace. Et vous pouvez avoir une personne accompagnante. Dans l'idéal, une seule c'est le mieux, parce que déjà pour arriver à créer un climat de confiance, et puis parce qu'on reste dans un bloc, donc moins nous il y a de passage, plus c'est pratique pour l'hygiène du bloc. Et on va surveiller aussi le bien-être de votre enfant à venir, vérifier qu'il bouge toujours bien, écouter régulièrement le cœur. Donc à partir de 7 cm, dans les faits, on est plutôt même à le mettre aux alentours de 5, où le monito va être plus en continu, toujours sans fil dans l'idéal. Et on essaye d'espacer, surtout quand vous n'avez pas de péridurale, les examens, donc du col pour voir au niveau de la dilatation. Mais voilà, après ça va dépendre un peu comment les choses avancent. Au maximum toutes les 3 heures, mais on est plutôt sur un délai d'1h30, on va dire, entre 2 examens. La rupture des membranes, on la fera que si on n'a pas le choix, entre guillemets, parce qu'il faut qu'on fasse avancer les choses. Nous, de toute façon, on trace tout et on a un œil à chaque fois sur ce travail. Avec le parthogramme, de toute façon, on est obligé d'établir d'un point de vue médico-légal. Les interventions médicales peuvent arriver de toute façon à tout moment. Comme je vous le disais, on peut être amené à rompre la poche des os parce qu'on voit que le travail avance pas suffisamment. Dans tous les cas, vous aurez un cathéter avec, alors pas forcément un produit qui passe, pas de médicaments, mais nous, c'est une sécurité d'en avoir un au cas où on ait besoin. Si jamais il y avait un streptocoque B, comme vous disait M. Bousquet tout à l'heure, qu'on avait dépisté sur l'avant-dernière consulte, ou alors que vous avez rompu la poche des os depuis 12 heures, on sera obligé de mettre en place des antibiotiques. Et on peut être amené à mettre de l'ocytocine qui aide à contracter et donc du coup qui peuvent accélérer les choses. Dans l'idéal, on essaye de les mettre le plus tard possible et de ne pas le faire si on peut se l'éviter, mais sachez que ça peut être amené pour des raisons de sécurité ou de confort de mettre tout ça en place, avec également la possibilité de faire ce qu'on appelle l'analgésie loco-régionale que vous connaissez sur le thème de péridurale à tout moment dans le travail, parce qu'on sait que la péridurale peut aussi à un moment accélérer les choses et nous débloquer d'une situation qui stagnait un peu. Donc ça y est, la dilatation est terminée, vous êtes à dilatation complète, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de col en fait quand on vous examine. Donc là, on écoute votre bébé en continu et on commence à discuter en fait de ce qui va être le plus confortable pour vous comme position d'accouchement. Ce qu'il est pour vous l'est rarement pour nous. Donc pour nous, le mieux, c'est la position gynécologique. C'est celle qu'on a toute apprise à faire pendant nos études et qui pour nous est la plus simple. Mais après, on s'adapte. Donc si vous voulez accoucher sur le côté, à 4 pattes, accroupi, debout, voilà, nous, on reste à votre disposition pourvu que ça soit faisable. Donc on encourage la poussée physiologique. Donc il y en a de plusieurs types en fait que vous apprendrez en préparation à l'accouchement. On peut se laisser jusqu'à 2 heures à dilatation complète en fait pour amener le bébé le plus bas possible. Plus le bébé est bas, moins c'est difficile pour vous, moins c'est long de pousser un bébé. Donc si tout va bien, si vous le supportez, que le rythme cardiaque de votre bébé est bon, on peut attendre en fait avant de se mettre à pousser parce que les efforts expulsifs c'est fatigant. On peut les amener jusqu'à 60 minutes si le bébé va bien avant de devoir intervenir pour vous aider à accoucher. Donc on ne fait pas d'épisiotomie systématique, donc ça, nous, ça fait longtemps qu'on le met en place en fait à la clinique. On a des chiffres qui sont largement inférieurs à la moyenne nationale. On évite les manœuvres sur le périnée et on ne rase pas systématiquement le périnée. Voilà, donc différents types d'accouchement sur la table, sachant qu'on peut aussi se mettre ou sur le tabouret d'accouchement ou sur les différentes banquettes. Et enfin, la naissance. C'est quand même là pour ça qu'on est là à la base. Donc le bébé, on le pose sur votre ventre,
classiquement en peau à peau. Il faut vraiment qu'on ait une contre-indication avec un bébé qui n'aille pas bien pour que ce ne soit pas le cas, sinon c'est systématique chez nous. On le sèche pendant qu'il est sur vous, on lui met un bonnet, on lui remet après une serviette sèche. Ça nous permet de toute façon, nous, même quand il est sur votre ventre, de pouvoir faire notre premier examen, de vérifier qu'il s'adapte bien à la vie extra-utérine sans souci. On essaye d'attendre le plus longtemps possible pour clamper le cordon. De le laisser battre jusqu'à la fin, tout en sachant que nous, après, on a des résultats à avoir qui sont le pH au niveau de ce cordon, et donc du coup, il y a un délai aussi qu'on ne peut pas non plus allonger de trop pour avoir des examens qui soient corrects. On fait des mises au sein précoces, alors que vous ayez décidé de faire un allaitement maternel derrière, ou juste parce que vous voulez faire ce qu'on appelle une tétée de bienvenue, il n'y a aucun souci. Ça se fait en salle de naissance, accompagné de la sage-femme ou de nos auxiliaires de puéricultrice qui sont dans les parages. On fait une délivrance dirigée systématique. C'est un peu le seul moment où, même dans un choix d'avoir un accouchement physiologique, on va quand même introduire un médicament, parce que les recommandations sont telles qu'il y a un vrai bénéfice pour vous à ce qu'on diminue ce temps entre la naissance et la délivrance. Par contre, l'ocytocine derrière, on ne la met que si jamais on a un souci derrière. Donc, mis à part ce temps-là où vous aurez un médicament, on peut avoir fait tout le reste sans du tout intervenir. Donc, l'intérêt, c'est vraiment d'accueillir ce nouveau-né, de privilégier dès la première minute le cocon familial que vous êtes en train de créer. Donc, on fait un maximum de soins contre vous, on fait du pot à pot avec son papa, on fait du pot à pot avec vous bien entendu, pot à pot que d'ailleurs on a mis en place même dans le cadre d'une naissance par césarienne par exemple, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, et après des trucs un peu plus pour nous, la pesée, les mensurations, l'examen clinique, le soin, le premier habillage qui vont se faire à côté. Voilà, merci de votre attention, j'espère qu'on a répondu à vos questions. Alors maintenant, si vous choisissez d'avoir une péridurale, il faut quand même savoir ce que c'est. Donc je vais laisser la place à nos anesthésistes qui va vous expliquer tout ça. Donc bonjour à tous. Déjà bravo pour l'organisation de cette journée. On voit que c'est un grand succès, il y a beaucoup de monde. Moi je suis Alexandre Lemaitre, je suis anesthésiste à la clinique. Donc, on va parler principalement de la péridurale et voir si ça peut s'intégrer dans un projet physiologique. Il faut savoir qu'il y a des indications, des contre-indications, comment ça se passe. Et je terminerai par des petites questions-réponses qu'on nous pose souvent au cabinet. Voilà, sachant que je me suis basé sur des recommandations de la HAS, des sociétés savantes, pas sur des sites internet type Doctissimo, Magic Maman, où on lit un peu tout, un peu n'importe quoi. Donc là, voilà. Alors, donc là, je rappelais un peu ce qu'était l'accouchement physiologique. Donc mes collègues sages-femmes en ont parlé. Donc en résumé, c'est un accouchement où tout se passe bien. Donc à terme, avec des faibles risques, un bébé qui naît par la tête, avec tout qui reste normal. Donc il faut savoir que sont exclus de cet accouchement physiologique une maman qui a déjà eu une césarienne, un utérus cicatriciel, des jumeaux, s'il y a une suspicion de retard de croissance ou un petit poids, un diabète gestationnel, une présentation céphalique défléchie ou par le siège, et les accouchements prématurés. Donc là, on sort du cadre de la normalité. Et à ce moment-là, on va médicaliser un peu plus. Donc le niveau de risque, il va être évalué tout au cours de votre grossesse, donc avant l'accouchement, c'est Franz qui nous en a parlé, et tout au long de l'accouchement, pour vérifier que tout se passe bien du début à la fin. Si jamais, malheureusement, une complication survient, donc on appliquera les recommandations spécifiques. Donc le but, c'est de discuter avec la maman avant son accouchement pour la rendre actrice. Qu'elle établisse un projet de naissance, mais en gardant à l'esprit qu'il faut que ça soit compatible avec les règles de sécurité. Donc nous, on va vous dire ce qui est faisable, pas faisable, en écoutant vos desiderata. Donc il faut savoir que ça ne se passe pas toujours exactement comme on a prévu un accouchement, et que l'accouchement, si le projet est un accouchement physiologique, il faut une surveillance adaptée tout au long de l'accouchement, on en a parlé avant. S'il y a un imprévu, évidemment, on va médicaliser un petit peu plus. Donc ça, c'est les recommandations de la Haute Autorité Santé concernant la péridurale. Donc même dans l'accouchement physiologique, ils recommandent d'offrir aux femmes qui le souhaitent une technique d'ALR. Donc c'est la loco-régionale, c'est la péridurale, sans limite de dilatation cervicale minimale exigée. Donc c'est une recommandation qui est prouvée. Grade A, ça veut dire qu'il y a des preuves scientifiques établies. Donc le projet d'accouchement physiologique, il n'est pas incompatible avec une analgésie péridurale. On peut avoir une péridurale avec un projet d'accouchement physiologique. Donc qu'est-ce que c'est une péridurale déjà ?
Donc c'est une piqûre dans le bas du dos. Donc en fait, on va introduire une aiguille entre deux vertèbres pour aller dans ce petit espace qui s'appelle l'espace péridural. Donc c'est un espace virtuel qu'on va créer et on va injecter des produits anesthésiants dedans. Là, vous voyez, donc ça c'est la colonne vertébrale. La moelle épinière, elle est là. Donc elle s'arrête à peu près au niveau de la première lombaire. Donc nous, on va toujours piquer en bas. Donc il n'y a pas de risque de piquer dans la moelle épinière. Et tout ce petit liquide bleu, c'est le liquide céphalorachidien. Donc on va s'arrêter avant. Il est enveloppé par une enveloppe qui s'appelle la dure mère. Donc une péridurale, ça veut dire autour de la dure mère. Donc on va s'arrêter à ce moment-là. Voilà, là c'est un peu en résumé. Donc l'aiguille s'introduit et quand on arrive dans cet espace, avant le liquide céphalorachidien, ben c'est là où on va injecter les produits. Voilà, pareil, ça c'est une coupe en transversale. Donc là, bon, il y a de la moelle épinière qui est dessinée parce que c'est pas au bon niveau. Mais donc l'espace péridural se situe ici. C'est un espace qui est vasculo-graisseux. Il y a du gras et quelques petits vaisseaux. Et on s'arrête avant cette dure mère qui enveloppe tout ça. Donc ça, c'est l'évolution du taux de péridurale en France. Donc on voit que ça a été introduit ça a commencé à vraiment se démocratiser dans les années 90. Il y avait 37% d'accouchements par péridurale, avec péridurale. Et puis ça monte, jusqu'à, nous on est à 81% d'anesthésie péridurale posée pour des accouchements par voie basse l'année dernière. Donc c'est de plus en plus courant. Alors là, je sors un peu du cadre de la péridurale. Il ne faut pas vous inquiéter. Je parle un peu donc de la mortalité maternelle, donc on voit qui était très très élevée en 1860. 10 000 décès pour 100 000 naissances. Et puis, heureusement, ça s'améliore. Et là, on arrive à peu près autour de 10 décès pour 100 000 naissances. Donc, il faut se rappeler que la grossesse n'est pas une maladie, mais il y a des risques. D'où l'importance de tout faire bien comme il faut. Qu'est-ce qui a permis d'améliorer tout ça? Donc évidemment, il y a des politiques de santé publique, le suivi de grossesse qui est devenu obligatoire et remboursé, l'accès à la contraception, l'accès à l'IVG, le rôle de la sage-femme qui ont des connaissances beaucoup plus poussées qu'avant, les progrès de la médecine et principalement un meilleur dépistage des complications où on anticipe les problèmes par un suivi régulier tout au cours de la grossesse. Là, pareil, c'est les taux de mortalité de 2001 à maintenant, donc on voit que maintenant on est stable, c'est entre 8 et 10 décès. Juste à titre d'information, en Afrique c'est 510 décès pour 100 000 naissances, donc on est quand même beaucoup moins. Nous, dans la région, en 3 ans, les 3 dernières années, il y a eu seulement 4 décès, donc c'est stable, et on arrive à diminuer les causes directes, comme les hémorragies de la délivrance, on arrive à mieux les prendre en charge. Pourquoi? Parce qu'on a amélioré nos prises en charge avec des meilleures surveillances, on anticipe plus les problèmes, on protocolise plus nos prises en charge et c'est ça qui permet d'assurer votre sécurité. Donc l'accouchement physiologique, donc c'est super, quand tout se passe bien, c'est merveilleux. Ne pas oublier dans un petit coin de votre tête qu'il y a toujours des risques qui sont mesurés et mineurs, mais il faut le garder, donc il faut bien vous surveiller et médicaliser pour assurer la sécurité, encore une fois. Donc nous, on a notre rôle d'agent de sécurité lors d'un accouchement. On voit que depuis le décret de 94, où l'anesthésiste était présent en salle d'accouchement, dans les années, donc ça fait plus de 25 ans, le décès lié à l'hémorragie de la délivrance, il a été divisé par 3. Et le décès en général lié à l'anesthésie a été divisé par 10. Donc ça, c'est un décret qui a été publié dans les années 90, qui permet d'améliorer tout ça. Donc la consultation d'anesthésie, donc Franz en a parlé, elle sera obligatoire. Maintenant, au 8e mois, vous êtes obligé de nous rencontrer, elle est gratuite. Donc à quoi ça sert? Ça permet de dépister des situations à risque. Ça permet de poser soit une indication de péridurale, où on va vous dire il faut avoir une péridurale, soit une contre-indication. Vous n'aurez pas le droit à la péridurale, on verra que c'est très rare. On va répondre à vos questions. Et on va vous informer sur la péridurale pour que vous puissiez établir votre projet de naissance avec toutes les informations nécessaires. Et on va vous prescrire un bilan de coagulation, une prise de sang qu'il faudra faire dans le dernier mois de grossesse. Alors d'abord, est-ce qu'il y a des contre-indications à la péridurale? Donc on va voir que oui, elles sont rares, mais il y en a quelques-unes. Donc tout d'abord, c'est le refus de la patiente. Si la patiente n'en veut pas, on ne va pas l'obliger. L'allergie à un des produits utilisés, c'est exceptionnel. Un trouble de coagulation majeur, donc on ne va pas aller piquer
au niveau des racines nerveuses, si on risque de vous faire un hématome, si vous avez un problème de coagulation. C'est pour ça qu'on demande un bilan de coagulation. Pareil, ça reste exceptionnel qu'il y ait un trouble de coagulation majeur. Si vous avez une infection locale au niveau du dos, on ne va pas aller piquer dans un énorme abcès, bouton au niveau du dos, sinon on risque de disséminer l'infection. Une urgence obstétricale. Donc si une urgence obstétricale, on n'a pas le temps de poser une péridurale. S'il faut faire une césarienne très vite, c'est sous anesthésie générale. Et après, c'est des pathologies vraiment spécifiques, neurologiques, donc l'hypertension intracrânienne et certaines pathologies cardiaques très rares. Voilà, c'est très exceptionnel de voir ça. Donc, on voit que, par exemple, si on a de la fièvre au moment de l'accouchement, on peut avoir une péridurale, parce qu'on entend souvent que si on a de la fièvre, on ne peut pas. Il faut le discuter, mais en général, on peut. Si on est épileptique, on peut avoir une péridurale. Si on a une sclérose en plaques, on peut avoir une péridurale. Si on a une hernie discale, une sciatique, on peut avoir une péridurale. Si on a été opéré du dos, c'est possible. C'est un petit peu plus difficile à poser et ça risque de moins bien marcher, mais c'est possible. Si on a une scoliose, c'est possible aussi. C'est juste nous, ça va être plus difficile pour nous parce que les repères sont modifiés et c'est plus compliqué. Mais voilà. Donc il y a très peu de contre-indications. Si jamais on a une contre-indication à la péridurale, est-ce qu'il existe des alternatives? Donc oui, ça existe, mais il faut savoir qu'elles sont moins efficaces et qu'elles ont souvent des effets secondaires pour la maman. Donc moi je vais parler principalement de deux. Donc on peut mettre des morphiniques en intraveineux avec un système de pompe où la maman appuie quand il y a une contraction pour libérer une petite dose de morphine. Alors déjà ça marche moins bien et il y a quand même un petit risque de dépression respiratoire pour la maman et pour le bébé. Après quand on n'a pas la possibilité d'avoir une péridurale, c'est quand même mieux que rien. Il y a le protoxyde d'azote, c'est un petit gaz qu'on appelle donc le gaz hilarant. Donc lui, c'est pas très risqué, mais c'est pas très efficace non plus. Ça permet un peu de gagner sur l'analgésie, mais c'est pas terrible non plus. Et après, il y a toutes les techniques alternatives d'auto-hypnose, sophrologie, homéopathie. Ça, j'en parlerai pas. Est-ce qu'il y a des indications médicales? Donc, est-ce qu'on va parfois vous obliger à avoir une péridurale? Oui. Parfois, on est obligé, pour assurer la sécurité de la maman, de la faire accoucher avec une péridurale. C'est le cas des grossesses gémellaires. Parce qu'une grossesse gémellaire, donc le premier bébé va sortir souvent facilement. Mais après, le deuxième, souvent, c'est plus compliqué. Donc à ce moment-là, on est obligé d'aller le chercher par des extractions instrumentales. Et donc à ce moment-là, il faut une péridurale pour intervenir rapidement. En plus, l'utérus commence à se contracter. Deuxième indication, si on a un anévrisme cérébral, on n'a pas le droit de pousser. On est contre-indiqué aux efforts de pousser trop fort. Donc il faut une péridurale pour pouvoir aller le tirer avec une ventouse, des forceps, pour pas que la maman pousse. Troisième cas, on va vous obliger, c'est rare, c'est très rare, hein, mais c'est des risques d'intubation difficiles. Une patiente qui a une grosse pathologie, une malformation au niveau ORL, on va l'obliger à avoir une péridurale. Pourquoi? Parce que si jamais il y a une césarienne à faire en urgence, si elle a la péridurale, on va se servir de la péridurale. Alors que si elle n'en a pas, on va devoir l'endormir et à ce moment-là l'intuber. Et là, si on n'y arrive pas, c'est la catastrophe. Donc on la pose avant. Pareil, un utérus cicatriciel, si on a déjà eu une césarienne, on pousse à avoir une péridurale. Il y a toujours des risques de rupture utérine. Donc si c'est le cas, il faut passer vite en césarienne. Présentation en siège aussi. Péridurale fortement recommandée parce qu'il y a plus, c'est plus difficile de sortir le bébé et les gros bébés. Ensuite, quand c'est qu'on peut placer une péridurale? Donc ça, on l'a rappelé, la HAS, elle marque sans limitation de dilatation cervicale. Donc on peut la poser quand on veut, en théorie. On entend souvent qu'il faut attendre que le col soit dilaté à 2-3 cm. C'est vrai qu'on entend un peu souvent ça. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous aurez la péridurale, vous ne pourrez plus aller marcher. Donc vous serez en salle d'accouchement. Vos jambes, elles seront un petit peu endormies légèrement, mais c'est pas, donc vous n'aurez plus le droit de marcher, donc il vaut mieux attendre au maximum dans la limite du supportable. Après, si la maman a des douleurs intenses avec un col fermé, évidemment qu'on ne va pas la laisser souffrir pendant 6 heures, on va placer une péridurale et ça sera une discussion à ce moment-là entre la patiente et l'équipe soignante et on peut la placer. Pareil, on entend que c'est pas possible après 7 cm. Donc c'est pas vrai. On peut très bien poser une péridurale jusqu'à dilatation complète, mais il faut savoir que c'est beaucoup plus compliqué techniquement, parce que les contractions, elles sont intenses et très rapprochées, donc vous allez avoir tendance à bouger, ça va être difficile de tenir la position sans bouger, donc nous, on va avoir plus de mal, et que le bénéfice d'une péridurale à dilatation complète, il est moindre, ça risque soit de ne pas marcher si vous accouchez très vite,
elle n'aura pas le temps de faire effet, donc aucun intérêt. Soit on va faire la première dose dedans, ça va complètement endormir les jambes, ça va être trop dosé, et là vous allez avoir du mal à pousser. Donc l'idéal, c'est quand même de la placer avant, mais c'est faisable. En général, en toute fin d'accouchement, ce qu'on fait, c'est une petite rachianesthésie de fin de travail. On pique, ça marche de suite, et ça agit à peu près 2 heures. Donc ça, c'est ce qu'on propose sur les dilatations complètes, c'est plus rapide à faire, et on ne laisse pas de cathéter. Comment ça se passe ? Donc, d'abord, on vérifie l'absence de contre-indication. En particulier, le résultat de la prise de sang que vous aurez fait, vérifier qu'il n'y ait pas d'anomalie de coagulation. On pose toujours une perfusion, ça c'est obligatoire. Ici, on pose tous les péridurales en position assise. Donc voilà, vous êtes assise là comme la maman. Nous, on est derrière vous, il y a un petit champ stérile. Ce qu'on va vous demander, c'est d'arrondir le dos. Donc vous voyez, nous on doit passer entre ces deux petits, donc c'est les apophyses épineuses des vertèbres, on doit passer entre les deux. Donc si vous vous cambrez, vous voyez que ça se resserre, et nous c'est là qu'on ne va pas réussir à passer. Et on va avoir du mal, c'est là qu'on risque de vous faire un peu mal, ça va être long, on va piquer plusieurs fois. Alors que si vous avez le dos arrondi, que vous poussez en arrière, cet espace s'ouvre, et nous ça passe beaucoup plus facilement, on pique une fois et c'est réglé. Donc c'est 80% du boulot, la position, c'est vraiment le plus important pour vous. Donc vous êtes assise, la sage-femme en général elle est devant vous, on baisse bien les épaules, on ne se crispe pas, on se détend, et puis tout ira bien. Nous, ce qu'on fait dans votre dos, donc d'abord on va désinfecter, on va se laver les mains, on va mettre des gants stériles, on fait une première petite piqûre, c'est une anesthésie locale, on va endormir la zone où on pose la péridurale. Ça fait pas plus mal que chez le dentiste ou qu'un vaccin, c'est une petite piqûre dans le bas du dos. Et après on va piquer avec 7 aiguilles. Donc, ça s'appelle une aiguille de Tuohy, c'est une aiguille qui est arrondie au bout. À savoir qu'on va d'abord passer la peau, qui est endormie. Ensuite, on va arriver dans du gras. Et après, des ligaments. Et la graisse et les ligaments ne sont pas innervés, donc ça fera pas mal. Il y a juste le passage de la peau. Vous, ce que vous sentez, c'est une pression dans le dos. On sent une aiguille sans que ça soit douloureux. À ce moment-là, on vous demandera de ne pas bouger, évidemment, parce que si vous bougez, l'aiguille risque d'aller au mauvais endroit. Nous, à travers cette aiguille, on va la relier avec une petite seringue remplie d'eau. On va appuyer, et à un moment, on va avoir ce qui s'appelle une perte de résistance. Donc la seringue, le liquide s'enfonce. Ça veut dire qu'on est dans l'espace péridural. Donc là, avec cette main, donc le liquide s'enfonce. Avec l'autre main, on arrête l'aiguille nette. On l'arrête tout de suite avant de faire un petit trou dans la dure mère et d'aller trop loin. Une fois qu'on est dans l'espace, on va remonter à travers l'aiguille, donc clac, 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 on remonte un petit cathéter, et ce cathéter, il va rester en place jusqu'à la fin du travail, jusqu'à l'accouchement. Voilà, il sera comme ça, là, c'est le dos de la maman. Et donc il y a ce petit tuyau qui est enfoncé d'une dizaine de centimètres dans le dos, on le scotche, on le fait sortir à l'épaule, et on injecte les produits dedans. On va faire d'abord une dose test pour vérifier qu'on n'est pas au mauvais endroit. Donc mauvais endroit, ça voudrait dire dans le liquide céphalorachidien, là c'est pas bon, ou dans un vaisseau. Donc ça on fait une dose test, si on est dans le liquide céphalorachidien ça va endormir tout de suite les jambes, on n'est pas au bon endroit. Si on est dans un vaisseau, comme on injecte un produit adrénaliné, vous allez avoir une tachycardie et on va du coup retirer la péridurale dans ces deux cas de figure. Une fois que tout est en place, on branche donc un pouce-seringue automatique qui administre en continu, il y a un débit de base, en continu les produits, et vous aurez ce système avec une petite poire qui permet d'appuyer, de délivrer des doses supplémentaires. Un petit point donc sur la rachie. Des fois on dit on va faire une rachie plutôt qu'une péri. Qu'est-ce que c'est une rachie ? Donc c'est le même, on pique exactement au même endroit, sauf que l'aiguille elle est beaucoup plus fine, elle est toute petite, et que là on va passer cette dure mère. On va la passer, en fait on va faire une ponction lombaire. On fait la ponction lombaire, il y a le liquide céphalorachidien qui s'écoule et on injecte les produits dedans. Et ensuite on retire l'aiguille et c'est fini. Il n'y a pas d'histoire de cathéter, de pouce-seringue. Donc l'effet il est immédiat. Par contre, il est limité dans le temps. Ça agit 2 heures maximum. En combien de temps ça marche ? Donc, une péridurale, il faut compter 10-15 minutes pour que ça agisse parfaitement, sachant que pendant ces 10-15 minutes, les contractions elles vont être de plus en plus courtes, de moins en moins fortes. Une rachie, c'est quasiment immédiat. Je ne sentirai plus mes jambes. Donc c'est faux, on utilise des faibles concentrations. Le but, c'est d'endormir uniquement les nerfs sensitifs de la douleur. C'est pas endormir les nerfs moteurs. Et ça, on le fait en mettant des concentrations diluées. Donc vous pourrez normalement bouger les jambes.
vous sentez le toucher. Si vous touchez la jambe, vous sentez, mais c'est modifié. Ça fait un peu comme du coton, c'est bizarre. Les jambes ne sont pas comme d'habitude, mais on sent ses jambes. Par contre, on ne ressent plus la douleur. Combien de temps ça marche? Donc la péridurale, ça n'a pas de limite de durée de temps, parce qu'il y a le cathéter. Ça peut durer des jours et des jours s'il faut. La rachis, on en a parlé, 2 heures. Donc l'idéal, c'est quand même de mettre une péridurale, parce que la rachis, c'est 2 heures. Donc si survient une hémorragie, quelque chose, elle ne fera plus effet. Donc l'idéal, quand même, c'est la péri. Est-ce qu'on peut doser la péridurale? Oui, on peut doser, parce que chaque patiente va réagir de manière différente aux doses qu'on va faire. Chaque anesthésiste a ses doses, ses habitudes, et toutes les femmes n'attendent pas la même chose. Donc il va falloir doser. Étant donné que le cathéter est en place, on va pouvoir soit augmenter la vitesse si c'est pas assez endormi, soit la diminuer. Si la maman trouve que les jambes sont trop endormies et qu'elle ne sent pas assez à son goût, on va pouvoir moduler. Et on a un système donc, de PCA, c'est donc de l'analgésie contrôlée par la maman. Donc c'est le système des petites poires dont on a parlé tout à l'heure. C'est la maman qui s'administre elle-même une dose supplémentaire si à un moment ça refait mal. Combien de temps vous allez garder le petit cathéter dans le dos? Donc dès que vous avez accouché, on va arrêter la seringue. Donc les effets vont s'estomper. Ça peut être utile si jamais il y a une épisiotomie ou des sutures, des choses à faire. Vous ne sentirez rien. On va profiter de cette péridurale pour faire ces gestes douloureux. Et ensuite, le cathéter, on va le laisser jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de risque d'hémorragie. Donc ça veut dire que la délivrance a été complète, que le placenta est sorti et que l'utérus est bien tonique, bien contracté. Donc à ce moment-là, on retire le cathéter et vous pouvez retourner dans la chambre. Les effets vont-ils se prolonger? Donc non, ça s'estompe assez rapidement, en général en moins d'1 heure, et on peut parfaitement retourner dans sa chambre en marchant. Existe-t-il des risques? Donc oui, même si l'anesthésie est beaucoup plus sûre que beaucoup de pratiques de la vie quotidienne, donc c'est moins risqué de se faire endormir que de prendre sa voiture, de faire du vélo, de plein de choses. Mais voilà, il y a toujours des complications qui ne sont pas prévues. Il n'y a pas de risque zéro. Donc nous, on va essayer de tout faire pour réduire au maximum ce risque. Donc quelles sont les complications? Donc en vert, c'est les complications entre guillemets bénignes qui ne sont pas graves. Et en rouge, c'est les complications graves. Donc on va parler d'abord des petites complications qui ne sont pas très graves et qui sont temporaires. Donc première complication, c'est ça ne marche pas bien. Ça, voilà, il y a à peu près 10% des péridurales qui ne sont pas parfaitement efficaces. On n'est pas parfait, des fois ça ne marche pas comme on veut. Deuxième complication, c'est que c'est trop efficace. On a fait une trop grosse dose par rapport à la maman, les jambes sont complètement endormies. Donc ça, on va juste arrêter la seringue et ça va revenir normal. Troisième problème, ça peut être latéralisé, parce qu'on va remonter dans l'aiguille le petit cathéter, et parfois ce cathéter il part à droite, parfois il part à gauche, et ça arrive que ça endorme qu'un côté. Et à ce moment-là, on sent les contractions de l'autre côté. Là, on a des nouveaux cathéters depuis 2 ans, ils sont hyper souples à la clinique. Moi, perso, j'en ai eu aucune, je crois, de latéralisée. Ils sont tellement souples qu'ils ne vont pas se localiser ni à droite ni à gauche, c'est des petits Scooby-Doo tout fins. Donc c'est de plus en plus rare. Ce que vous allez ressentir maintenant, ça entraîne des chutes de tension artérielle. Donc parfois on fait un petit malaise après la pose de la péridurale. C'est pas grave, c'est désagréable. Nous on injecte un produit en intraveineux, ça fait remonter la tension. Ça peut entraîner des tremblements. Parfois, comme on utilise un peu de morphinique dans nos produits, ça peut entraîner des nausées, des démangeaisons, des difficultés pour uriner. Et ce qui est assez fréquent, ça entraîne des douleurs juste au niveau du point de ponction. Donc au niveau du dos, pendant 2-3 jours, parfois, on a un petit hématome, ça fait mal juste au niveau du point de ponction. La complication la plus fréquente, donc c'est la brèche. Donc c'est quand en fait on va un peu trop loin avec l'aiguille, qu'on fait une ponction lombaire. Ça arrive, c'est à peu près 1% des poses de péridurale, ça entraîne des maux de tête. Cette brèche, donc si elle entraîne des maux de tête invalidants, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire une péridurale. Et on injectera en fait du sang à l'endroit de votre propre sang, à l'endroit où on a fait la péridurale pour aller qui se coagule et qui bouche le petit trou qu'on a fait en allant trop loin. Et enfin, donc les complications graves, on va voir qu'ils sont très rares. Donc soit on s'est trompé, on a injecté dans le liquide céphalorachidien. Le risque, c'est que ça va faire une rachianesthésie, sauf que la rachie, on met des très petites doses. Et là, si on met une dose de péridurale, ça peut être très dangereux. C'est pour ça qu'on fait une dose test. On injecte un petit produit, si ça endort les jambes, on arrête tout. Les complications peuvent être liées à une injection intravasculaire. C'est des produits anesthésiants qui ont une toxicité cardiaque et neurologique. Donc si on injecte dans les vaisseaux, en continu, on risque de faire une crise d'épilepsie,
ou un trouble du rythme cardiaque. Pareil, on fait une dose test, on aspire dans le cathéter avant, donc on est quasi sûr qu'on n'est pas dans un vaisseau au moment où on lance le pouce-seringue. Et enfin, les complications neurologiques graves, qui font peur à tout le monde, mais qui sont exceptionnelles, puisque c'est un cas sur 250 000 naissances. Donc nous, à la clinique, ça nous fera un cas tous les 500 ans. Donc c'est rare. Donc ça serait soit une ponction médulaire, donc on aurait piqué dans la moelle. Là, on a vu sur le petit schéma que comme on pique en dessous de la moelle, ce risque il est exclu. Ou un hématome qu'on ferait qui est compressif, mais comme on a demandé un bilan de coagulation, normalement il n'y a pas de risque de faire un hématome. Voilà, toutes ces complications, elles sont comment on arrive à les diminuer, avec une pratique rigoureuse, en respectant les contre-indications à la péridurale et les données acquises de la science, qui permet de les limiter au maximum. Y a-t-il des effets sur le bébé? Non. Donc tout ce qui est injecté dans le dos, c'est injecté dans un espace anatomique qui ne communique pas avec le fœtus. Il y a toujours des faibles résorptions intraveineuses par les vaisseaux, mais c'est minime et on voit qu'il n'y a pas de différence avec ou sans péri sur les scores de naissance des bébés. Il n'y avait aucune différence. Quels sont les intérêts? Maintenant, pourquoi on vous ferait cette piqûre dans le dos? Donc, principalement du confort. Voilà, on a mal, on n'en peut plus, on est fatigué. Ça va vous soulager, vous allez pouvoir vous reposer et vivre un peu mieux votre accouchement. Sachant qu'il n'y a aucune méthode qui est aussi efficace que la péridurale. Deuxième intérêt, ça diminue la fatigue et la dépense énergétique, donc ça peut être intéressant si on est un peu fragile ou si le bébé est fragile. Et celui où j'insiste toujours le plus, moi, c'est la sécurité de la maman. Donc ça permet, nous, quand on a une péridurale, ça nous rassure en général, les anesthésistes. Ça permet de réaliser des gestes douloureux en urgence. Donc on ne va pas perdre de temps dans des prises en charge urgentes. S'il y a besoin de faire une extraction instrumentale très vite, s'il y a la péridurale, ça sera fait évidemment beaucoup plus vite. S'il y a un saignement et qu'après il faut aller chercher un petit morceau de placenta qui serait resté en place, pareil, on va le faire plus vite. La péridurale, elle est en place, donc il n'y a pas besoin d'en refaire une ou d'endormir la maman. Si on doit vite faire une césarienne, elle est déjà en place. On a juste à réinjecter un produit dans le cathéter plus fort. Et le temps qu'il agisse, on est passé en salle de césarienne et on a gagné 10 minutes précieuses à ce moment-là. Tout ça, la phobie de l'anesthésiste chez la femme enceinte, c'est de faire une anesthésie générale. Parce que c'est risqué pour le bébé, il sort endormi le bébé, il reçoit tous les produits en intraveineux. Et c'est risqué pour la maman, parce que quand on est enceinte, l'estomac il est comprimé par le bébé, donc l'estomac il est plein, on n'est jamais à jeun. Donc on risque de vomir et d'inhaler au moment où on s'endort. Et les intubations sont souvent difficiles, parce qu'on a beaucoup d'œdème pendant la grossesse, on en a surtout aux jambes, aux lombes, mais il y en a aussi au niveau de la langue et de l'oropharynx, donc c'est des difficultés d'intubation. Donc sachant que tous les décès liés à l'anesthésie, c'est toujours en lien avec une anesthésie générale. Donc si nous on a une anesthésie péridurale, on sait qu'on va éviter une anesthésie générale. Et enfin, petite session de questions-réponses, voilà, pour ce qu'on lit sur Internet, ce qu'on nous pose souvent. Donc est-elle contre-indiquée si on a un tatouage en bas du dos? Non, on peut, il n'y a pas de souci. La péridurale risque de me déclencher une crise d'épilepsie. Pas du tout, au contraire, ça diminue le stress, donc c'est même recommandé si on est épileptique d'avoir une péridurale, sachant que les convulsions, c'est lié en fait à une injection dans un vaisseau. Donc ça n'a aucun rapport avec les antécédents de la patiente, c'est aucun rapport avec un terrain épileptique. Je suis obèse ou en surpoids, donc je ne peux pas avoir de péridurale. C'est faux. Donc juste savoir que la pose va être plus difficile parce que nous on va avoir des difficultés à palper les vertèbres, mais on a des aiguilles adaptées qui sont beaucoup plus longues et on va y arriver quand même. Ensuite, ce qu'on nous demande souvent, donc j'ai été opéré d'une scoliose, donc pas de péridurale pour moi. Pareil, c'est faux, c'est pas une contre-indication, mais il faudra expliquer à la consultation que la pose va être plus difficile, qu'il y a un risque de brèche qui est plus important parce que les tissus sont remaniés et qu'il y a un risque infectieux à prendre en compte, comme il y a du matériel. Il y a toujours un risque d'infectieux. Donc on va discuter au cas par cas entre la patiente et l'anesthésiste le jour de la consultation et au moment de l'accouchement selon comment on supporte le travail. Est-ce que c'est efficace à 100%? Non, mais c'est la plus efficace qu'on arrive à faire aujourd'hui. On ne sent plus ses jambes, donc ça on a vu que non, on les sent toujours. On ne peut pas marcher avec une péridurale, c'est vrai. Il y a certains centres qui font marcher les mamans. Ça n'a pas montré de bénéfice et ça nécessite un encadrement très lourd, donc nous on ne le fait pas ici. Est-ce qu'on doit rester allongé sur le dos une fois qu'on a la péridurale? Donc non, pas du tout, on peut faire toutes les positions, on peut se mettre sur le côté, on peut se mettre à quatre pattes.
tout ce qui a été expliqué avant est faisable avec une péridurale. Le cathéter, il est fixé. Il est interdit de boire après la pose d'une péridurale. Faux. On peut boire. On attend juste que l'effet soit complet. Ça augmente le risque de césarienne. C'est faux. Il y a plein d'études qui ont été faites. Il n'y a aucune différence prouvée. Ça augmente le risque d'extraction instrumentale. C'est faux, à condition d'utiliser des faibles doses et de ne pas trop doser sa péridurale. Sinon, on a des difficultés à pousser. Ça allonge la durée du travail. Pareil, c'est prouvé, c'est faux. Ça n'augmente pas du tout la durée de travail. Il faut augmenter les doses d'ocytocine. C'est pour faire entraîner les contractions. C'est faux aussi. Et elle a des conséquences sur le fœtus. C'est faux. Voilà, question qui revient souvent. Est-ce que ça fait des douleurs au dos, des lombalgies après l'accouchement ? Pas du tout, il n'y a aucun lien. Il y a eu des études faites avec ou sans péridurale. Ça n'augmente pas les lombalgies. En fait, ce qui augmente les lombalgies, c'est que le dos, on a eu 9 mois de grossesse avec un bébé qui appuie sur le dos. Pendant l'accouchement, il y a des déformations du bassin. Tout ça, ça entraîne des lombalgies. Mais avec ou sans péridurale, ça ne changera rien. Je peux allaiter après une péridurale ? Évidemment que oui. Voilà, donc à retenir. Donc la consultation d'anesthésie, elle est obligatoire avec la prise de sang. La péridurale, dès que ça fait trop mal, avec l'idéal entre 3 et 7 cm. Ça fait pas plus mal qu'une contraction, c'est pas douloureux la pose de péridurale. La procédure, elle est protocolisée, ça permet de diminuer les complications graves. Voilà, faut pas avoir peur de la péridurale. Ça a quelques effets indésirables, on a vu qu'ils étaient bénins et temporaires. Et c'est la meilleure technique en termes d'efficacité. C'est celle qui va vous apporter le plus de confort, tout en assurant une excellente sécurité pour la maman et pour le bébé en cas de problème. Donc là, dernier point, donc, c'est un progrès du XXe siècle. C'est Simone Veil qui a poussé pour qu'elle soit remboursée dans les années 90. Et aujourd'hui, les mamans, elles souhaitent un peu moins médicaliser, faire un projet un peu plus physiologique, moins de médicaments, laisser faire la nature. Donc moi, on respecte complètement, nous. Mais il faut surveiller quand même, comme on l'a dit. Donc c'est à nous, soignants, donc on va s'adapter aux volontés de la patiente, on va être plus à l'écoute, on va donner plus d'explications, on va bien vous informer sur ce qui est faisable et pas faisable. Et si jamais vous avez prévu un projet donc sans péridurale et que vous craquez, faut pas le voir comme un échec. C'est comme ça, le but c'est que le bébé aille bien et que vous vivez bien votre accouchement. Donc voilà, faut pas être trop, dernier point, faut pas être extrémiste dans le truc physiologique. On a un projet, si ça se passe pas comme prévu, et à ce moment-là, nous on sera là pour médicaliser et voilà. Encore une fois, c'est pas un échec. Voilà, merci.